Ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu, je vous ai laissé sur un petit délire qui vous a pas mal plu où je testais les blagues de ChatGPT sur les enfants. Aujourd'hui, on va partir sur tout à fait autre chose. Dans les différentes conférences gesticulées ou interviews que je vous ai partagées sur la chaîne, beaucoup de concepts bourdieusiens sont mobilisés, que ce soit chez Franck Lepage ou Anthony Pouliquen. Alors ce qui est normal, car Bourdieu avait pour ambition, avec sa sociologie, de mettre au jour les différents types de domination à l'œuvre dans la société. On va donc essayer aujourd'hui de clarifier tout ça en proposant une courte synthèse de l'œuvre de Bourdieu à travers les concepts clés de sa sociologie. Bon visionnage! Pour écrire cette vidéo, je me suis fortement inspiré de la vidéo de sociologie Pierre Bourdieu, ceinture noire de sociologie. Alors je vous mets le lien en description et puis je vous la partagerai sur la chaîne d'ici quelques jours. Par ailleurs, quand un concept aura été vu dans une précédente vidéo, le lien de cette vidéo sera dans les fiches. Alors, on commence. Pierre Bourdieu, il est mort le 23 janvier 2002, à l'âge de 71 ans, et toute sa sociologie vient de son vécu. Bourdieu, il vient d'un petit village des Pyrénées-Atlantiques. Son père était un fonctionnaire des PTT, et après le lycée, comme il était bon élève, il est parti en classe préparatoire à Louis-le-Grand à Paris. Puis, il va réussir à entrer à l'ENS, l'école normale supérieure, également à Paris, et il ne va y rencontrer que des gens venant de la classe aisée, avec lequel il ne se sent pas très à l'aise. Or, sa sociologie s'est forgée à travers ses différentes expériences de vie. Après avoir obtenu son agrégation de philosophie, il part faire son service militaire en Algérie. C'est sur place, en travaillant avec des statisticiens de l'INSEE, qu'il bifurque vers la sociologie, en se formant à l'ethnologie et au travail d'enquête. L'expérience algérienne va avoir une certaine importance, car elle n'aura de cesse, durant toute sa carrière, de nourrir son œuvre, notamment dans la comparaison qu'il opérera régulièrement avec son Béarn natal. Il forgera sa sociologie dans la comparaison entre les deux. Tout au long de sa vie, il aura publié une soixantaine d'ouvrages sociologiques dont certains sont devenus des best-sellers, que ce soit dans le champ académique ou auprès du public. La fin de sa vie va être marquée par un engagement de plus en plus militant. Cela est dû à la nature même de sa sociologie. Comme Bourdieu l'explique clairement dans le documentaire qui lui est consacré « La sociologie est un sport de combat », il a une vision militante de la sociologie, comme devant révéler aux yeux de tous les rapports de domination à l'œuvre dans le monde. Là se trouve le lien direct avec l'éducation populaire et explique pourquoi les conférences gesticulées s'y réfèrent régulièrement. Il y a une vraie affiliation bourdieusienne dans l'éducation populaire. En effet, celle-ci milite pour une prise de conscience par la population des rapports de domination pour mieux les dénoncer et reprendre la main politiquement. L'éducation populaire vise à faire de notre société un lieu de débat politique, ce que refuse complètement le capitalisme. Pour les capitalistes, une population qui n'a d'autre intérêt que le divertissement, qui regarde TPMP en boucle, est une population plus manipulable, car elle ne réfléchit pas et à laquelle on vend du temps de cerveau disponible, pour reprendre la célèbre formule de Patrick Lelay. Ainsi, pour Bourdieu, la sociologie a pour but, en montrant avec la plus grande rigueur scientifique, quels sont les rapports de domination qui traversent notre société, et de faire prendre conscience à celle-ci de sa propre soumission. Ainsi, Bourdieu et les chantres de l'éducation populaire considèrent que cette monstration peut aboutir à une prise de conscience salutaire de la part des soumis de la domination qu'ils subissent. Et on a là une porte d'entrée à la pensée bourdieusienne. Bourdieu, dans sa sociologie, va s'intéresser à la domination symbolique. Il étudie cette domination dans l'ouvrage La reproduction, qu'il a écrit en 1970 en collaboration avec Jean-Claude Passeron. Les auteurs partent du constat qu'il est beaucoup plus facile pour les enfants issus des classes sociales aisées d'accéder aux études supérieures que les enfants issus de classes sociales populaires. Pourtant,
tous ces enfants vont dans la même école républicaine et ont accès au même savoir. Ils ont dès lors tous, a priori, les mêmes chances d'accéder aux études supérieures. Comment expliquer dès lors l'inégale répartition parmi les étudiants entre les enfants issus de familles riches et les enfants issus de familles pauvres? Pour Bourdieu, l'école n'est pas ce lieu de la méritocratie et de l'égalité des chances comme elle le prétend, car elle valorise un certain type de culture, la culture légitime. Et cette culture, c'est celle que les enfants de bourgeois, les héritiers, côtoient chez eux. Le sociologue français démontre que la réussite scolaire repose en grande partie sur des implicites. Or, les enfants issus des classes sociales aisées sont déjà familiarisés au sein du cercle familial avec ces implicites. Ce qui est nettement moins le cas avec les enfants issus de familles plus pauvres. Les questions qui sont posées lors des évaluations n'interrogent pas exactement ce qui a été vu en cours. Franck Lepage, dans sa conférence gesticulée Inculture 2, donne l'exemple de la question « J'ai X, j'ai fait Y, qui suis-je » Les enfants de familles riches sont habitués à ce genre de formulation de questions, ce qui n'est pas le cas des enfants de familles pauvres. Ils ne vont pas forcément faire le lien entre la question « Qui suis-je » et ce qui la précède. Et du coup, ils vont tendance à répondre à cette question par leur propre prénom. Bourdieu va appeler ce savoir implicite, issu du cercle familial, le capital culturel. Et de fait, l'école, valorisant les implicites dans ses évaluations, ceci acquis par le biais de ce capital culturel, ne fait que reproduire les inégalités. Et par voie de conséquence, elle authentifie la culture bourgeoise comme seule culture légitime. Ainsi, Bourdieu emploie volontairement un terme économique capital pour montrer que la culture est vraiment ce qui permet d'accéder aux places les plus valorisées. La pensée bourdieusienne va encore prendre une autre ampleur avec son ouvrage La Distinction, paru en 1979, qu'il écrivit cette fois-ci sans Jean-Claude Passeron. C'est dans cette œuvre que l'on retrouve la célèbre citation de Bourdieu « Nos goûts sont nos dégoûts », dont vous avez déjà entendu parler dans cette vidéo. Dans La Distinction, Bourdieu va montrer que l'on s'identifie plus à nos goûts qu'à nos opinions. Autrement dit, nos goûts révèlent surtout ce à quoi nous ne voulons surtout pas ressembler, mais en particulier à la classe sociale à laquelle on se refuse d'appartenir. Quand il parle de cela, Bourdieu vise surtout ce qu'il appelle la petite bourgeoisie intellectuelle, que l'on appelle maintenant plutôt les bobos. La petite bourgeoisie intellectuelle désigne cette classe moyenne supérieure qui a tellement peur de tomber dans la classe populaire qu'elle va s'identifier au goût supposé de la classe bourgeoise. Et cette identification va se faire plus par dégoût de la classe populaire que par goût pour l'opéra, le théâtre ou autre. C'est le propos de la conférence gesticulée d'Anthony Pouliquen, une autre histoire des classes sociales, disponible aussi sur la chaîne. Bourdieu remarque dès lors qu'il y a un bon goût, une culture qu'il est préférable de faire valoir en société. Et comme le dit Anthony Pouliquen, justement, ce bon goût ne sera jamais Jean-Paul Belmondo ou Sylvester Stallone, mais plutôt Jean-Luc Godard ou Jacques Rivette. Ce bon goût est celui de la classe bourgeoise. Pour le sociologue, ces goûts sont tellement intériorisés que les individus ne s'en rendent même pas compte et constituent ainsi le support de notre société. Pour désigner cela, Bourdieu va parler d'habitus. Quand tu évolues dans un monde social où tu hérites d'un certain nombre de dispositions, de façons de vivre, de manger, de travailler, de te divertir, et même de voir le monde, qui dépendent de ta classe sociale, de ton genre, de ton lieu de vie, en gros, de tes conditions objectives d'existence. Bourdieu donne deux dimensions à l'habitus. Il y a d'un côté l'éthos qui désigne les principes et la morale qui façonnent ton habitus, et de l'autre, il y a l'exis corporel qui correspond aux postures et aux dispositions qui ont été intériorisées au cours de ta vie. Alors pour illustrer cela, on peut prendre l'exemple des électeurs du Rassemblement national. On a pu remarquer que les scores obtenus par ce parti sont plus faibles dans les grandes villes
qu'en campagne. Pour le dire autrement, plus faible en milieu urbain qu'en milieu rural. Alors en quoi Bourdieu peut nous aider à donner une explication à ce fait? Le Rassemblement national, et surtout Zemmour, aime bien surfer sur les faits divers, surtout lorsqu'ils impliquent des blacks ou des rebeux dans le rôle des agresseurs. On s'en est aperçu lors de l'assassinat de la petite Lola. Zemmour en a profité pour faire son laïus habituel sur les musulmans, de façon très opportuniste et indécente. Évidemment, l'analyse que je vais faire n'est pas du 100%, mais une généralité. Quelqu'un habitant en campagne et n'ayant connu que la campagne, justement, ne peut avoir la même grille de lecture de cet événement qu'un citadin. Pour une simple et bonne raison, il y a très peu de rebeux en campagne, pour des raisons que l'on ne va pas développer ici. Or, quelqu'un qui vit en campagne et qui ne connaît des grandes villes que ce qu'il voit à la télé ou lit dans la presse a une grille de lecture biaisée d'un tel événement. Or, cet événement peut causer une certaine anxiété chez eux. Et cela, Zemmour le sait. D'où l'intérêt pour lui, et vraiment d'un cynisme absolu, de réagir avec sa propre grille d'analyse anti-musulmane à un tel drame. Or, quand un tel drame touche un enfant, ça suscite toujours une vive émotion. Zemmour vient alors apporter ses propres réponses aux questions que ne manque pas de poser un tel drame. Or, ce discours a très peu de chances de toucher les citadins des grandes villes, car dans les grandes villes, il y a beaucoup de rebeux, il y a beaucoup de blacks, et ça se passe très bien. Donc ce discours, évidemment, ne va pas passer, car les citadins savent que la violence n'est pas l'apanage des blacks ou des rebeux. Alors ce n'est pas la seule explication, mais ça y participe grandement. Alors justement, dans la distinction, Bourdieu précise que notre habitus vise surtout à nous distinguer les uns des autres, d'où le titre de l'œuvre. L'habitus désigne alors une autre façon de voir le monde. Cela signifie qu'un même événement peut avoir des sens très différents selon l'espace social au sein duquel on évolue. On reproduit ainsi souvent des stratégies explicables à l'échelle de notre champ social. Et pour Bourdieu, on est moins libre que ce que l'on croit car nos goûts sont hérités de notre capital culturel. À mon sens, on peut subsumer sous cette théorie bourdieusienne les stéréotypes de genre. Petit disclaimer, les exemples que je donne ne sont qu'une interprétation moderne de ce qu'a dit Bourdieu et n'engagent que moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, estimez que le vote du Rassemblement national et les stéréotypes de genre n'ont rien à voir avec ce qu'a exprimé Bourdieu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, dans le respect et la bienveillance bien sûr. Alors justement, les stéréotypes de genre, on en a parlé dans une vidéo de la chaîne « Pourquoi les filles sont nulles en maths », ainsi que dans pas mal de conférences gesticulées que j'ai partagées. Il y a beaucoup de préjugés sur le genre qui, pour le coup, sont transclasses, comme par exemple, les garçons sont plus forts en maths et les filles en lettres. Alors j'ai été agréablement surpris que chez certaines enseignes, comme Hollister, Bershka ou encore H&M, il y a limite plus de roses et de violets chez les garçons que chez les filles. Malgré tout, les préjugés sur les gens ont la peau dure. Et certains métiers restent quasi réservés à un sexe ou à un autre. Je vous laisse voir la vidéo que je viens de mentionner, pour plus de précision. Toutes les vidéos que je mentionne d'ailleurs sont soit dans les fiches, soit en description. Et justement, dans ces habitus est intégrée la grille de lecture que les personnes, selon leur genre, peuvent être plus ou moins bonnes dans certaines matières et ont des métiers pour lesquels elles ne sont pas faites. Et ces habitus sont intégrés dans la tête des gens inconsciemment. Et là, on arrive à un autre concept important de la sociologie de Pierre Bourdieu, la violence symbolique. La violence symbolique est une notion qui désigne une forme de violence peu visible et non physique qui s'exprime à travers les normes sociales et qui s'observe dans les structures sociales. Cette violence touche les dominés de façon à inscrire en eux et à les amener à juger légitime cette domination sociale donnée. Ainsi, les filles ont intégré inconsciemment, par le truchement de la violence symbolique, qu'elles sont nulles en maths. Donc, quand elles ont un contrôle de maths, elles sont dans l'état d'esprit qu'elles ne comprennent rien. Autre exemple, vous allez retrouver plus de jeunes issus de familles pauvres dans les lycées professionnels, et à l'inverse, il y aura plus d'enfants issus de familles aisées dans les lycées généraux. Et le top du CSP+, est le lycée général privé. Les classes populaires sont peu représentées au sein des lycées professionnels.
la violence symbolique est là. Lorsque tu fais partie de la classe populaire, en troisième, la question est de savoir quel BEP ou CAP tu vas choisir. Alors moi, je l'ai vu, j'ai même été étonné en troisième de voir des gens qui soient meilleurs que moi, alors que moi je suis parti en seconde, de voir des gens qui sont meilleurs que moi choisir parmi la liste de BEP. Alors tandis justement que pour les classes moyennes ou supérieures, la question ne se pose même pas, c'est la seconde et un point c'est tout. Alors je vais vous narrer un exemple personnel qui va vous montrer que même nous, animateurs, on peut faire subir de la violence symbolique envers les enfants. Alors dans l'un de mes premiers centres, dans mes jeunes années d'animateur, j'avais un chouchou. Alors je sais que c'est pas bien, mais c'est comme ça. Et je passais l'essentiel de mon temps avec lui. Mais il y avait un autre enfant qui m'aimait bien et qui venait souvent jouer avec moi. Et un jour que le chouchou n'était pas là, l'autre enfant est venu vers moi et m'a dit quelque chose qui m'a profondément marqué et qui m'a fait me dire que je faisais de la merde et que c'était vraiment pas bien d'ailleurs d'avoir des chouchous. Alors machin, parce que je vais pas vous dire le nom du gamin, machin n'est pas là aujourd'hui, j'ai le droit d'être avec toi. Et voilà, par mon attitude, tout sauf professionnel, j'ai fait intégrer à l'autre enfant que mon chouchou avait plus de droits que lui. Voici un exemple de violence symbolique que l'on peut faire justement subir aux enfants. Enfin, un dernier concept à connaître chez Bourdieu, celui d'illusio. Et l'illusio est le fait pour les acteurs de la domination sociale de croire qu'ils ont obtenu leur position sociale par leur mérite. Mais ils s'illusionnent car c'est justement le jeu de la reproduction sociale. L'illusio est ce qui permet au champ social de se constituer. C'est à la fois une contrainte, mais aussi quelque chose qui nous arrange bien, parce que c'est ce qui permet de donner un sens à notre vie et de ne pas trop se poser de questions. Or, pour Bourdieu, la sociologie a cette importance, car elle est ce qui va permettre de dévoiler les mécanismes de cette illusion. La sociologie vise à dénoncer les mécanismes sous-jacents et inconscients de l'exploitation. Elle doit permettre à tous de s'émanciper. Autre point commun avec l'éducation populaire. La sociologie est ainsi pour l'auteur une science du développement qui sert à révéler les rapports de domination avec l'espoir de changer la société. Alors la vidéo est enfin terminée. Je pense que ça doit être la plus longue de la chaîne. N'hésitez pas, si vous êtes d'accord ou pas avec ce que j'ai mis, à le mettre dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, ça aide beaucoup la chaîne, mettez un pouce bleu, ça aidera la vidéo à pousser dans l'algorithme et fera grimper la chaîne, ça nous aide beaucoup. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez remarqué, je partage quasi tous les jours du contenu. Pour la simple et bonne raison que la situation actuelle, ce qui s'est passé avec la réforme de retraite m'inquiète au plus haut point et m'incite à penser qu'il y a de forts risques que Marine Le Pen arrive au pouvoir en 2027. Alors voilà, pour éviter cela, pour une prise de conscience, pour faire de l'éducation populaire, j'essaye de vous partager au maximum de vidéos qui me paraissent pertinentes. Voilà, n'hésitez pas non plus à aller sur Tipeee pour nous donner un petit coup de pouce financier. Allez, ciao, à bientôt.